parisienne pour nous aujourd'hui, pour nous parler de la fameuse loi Asile-Immigration. Maître Ngoto, avocat à la Cour, assisté de Monsieur Boll, juriste spécialisé en régularisation. Donc ils vont vous parler de cette loi pendant 20 à 30 minutes environ. Ensuite, vous pourrez poser les questions que vous désirez et donc ils y répondront dans la mesure du possible, sachant qu'ils ont un train à 9h et donc nous espérons terminer le débat vers 20h, 20h15. Merci de votre attention et surtout, tenez bien vos enfants de façon à ce qu'ils ne perturbent pas la présentation. Je me présente, Maître Ngoto Yada, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, c'est en région parisienne, à Nanterre plus précisément. Nous intervenons aujourd'hui dans le cadre de cette grande fête des associations, parce que nous-mêmes, au niveau du cabinet, nous avons une association qui s'intitule APOGÉ. Et cette association a vocation à s'implanter aussi à Nevers, d'où notre présence. Non, il n'y a pas de souci. Mais ici, j'interviens en tant qu'avocat et non au nom de l'association. Tout le monde m'entend? Oui. Merci. Bon, il y a cette nouvelle loi qui est en préparation et qui va, je pense, sans aucune surprise, va être adoptée parce que M. Macron a la majorité à l'Assemblée et si besoin, il pourrait même passer en force au besoin par 49.3 pour pouvoir justement faire adopter sa loi. Compte tenu du temps imparti, on ne va pas s'appesantir sur tous les aspects de ce projet de loi, mais j'ai sélectionné quelques dispositions qui pourraient intéresser l'auditoire, parce que nous avons ici des responsables de CADA, nous avons des étrangers et probablement des demandeurs d'asile. Mais je voudrais aussi saisir cette occasion pour rendre hommage aux avocats dont je fais partie, qui intervenons au niveau de la Cour nationale du droit d'asile. Parce que nous sommes en grève depuis 2 mois et 14 jours. Malheureusement, les médias n'en parlent pas. Et qui dit grève, dit sacrifice pour ses avocats. On n'est pas payé, tout ça pour défendre justement la cause des immigrés, des migrants, des demandeurs d'asile. Et ça méritait d'être dit parce que les médias sont un peu silencieux sur ce point. Merci. Deuxième aspect que je voulais aussi relever à l'introduction, c'est le fait que quand on fait un projet de loi, il faut se donner les moyens de ses ambitions. M. Macron est certes mu d'une intention louable de réformer là où ses prédécesseurs ont échoué. Mais le droit des étrangers, c'est quand même un droit qui a beaucoup d'implications. C'est des êtres humains qu'il s'agit. Et donc, il faut y aller avec beaucoup de précautions et beaucoup de moyens. Mais je rappelle que, parce que moi j'interviens au niveau de la CNDA, Cour nationale du droit d'asile, il faut rappeler que ceux qui travaillent là-bas, c'est-à-dire les rapporteurs qui sont chargés de préparer les dossiers de recours pour pouvoir les soumettre à l'appréciation des juges, d'ailleurs eux aussi ils ont fait grève au mois de février, malheureusement pour nous, eux ils ont arrêté leur grève, mais nous on continue. Ces rapporteurs sont issus du milieu privé, ce ne sont pas des fonctionnaires, donc il faut les payer. Donc la Cour nationale du droit d'asile n'a pas assez de moyens pour recruter ces rapporteurs. Résultat de course, les recours sont bâclés, les rapports sont sommaires, résultat de course, le taux d'annulation au niveau de la CNDA baisse d'année en année. Ça aussi, M. Macron aurait été mieux inspiré à tenir compte qu'il fallait donner plus de moyens. Voilà en ce qui concerne l'introduction. Sur le fond du projet, ça ne sert à rien de répéter les points par point. J'ai essayé de faire un effort intellectuel pour répertorier en 3 catégories. D'abord, des atteintes. Des atteintes à des principes qui sont fondamentaux du droit. Parce qu'une loi se doit de respecter aussi les principes fondamentaux. Mais cette loi-là, nous la combattons, c'est la raison pour laquelle nous faisons grève, parce qu'elle est attentatoire à des libertés. Pour revenir aux aspects les plus décriés qui font couler beaucoup d'encre et qui défient aussi la chronique dans les médias,
ce sont les réductions des délais. Et en cela, ça constitue une atteinte parce que le migrant qui arrive en France en tant que demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a derrière lui un parcours parsemé d'embûches, de combats, de lutte pour la vie. C'est un homme brisé, fatigué, torturé, persécuté, traumatisé. Et donc, il a besoin de se refaire une santé mentale pour pouvoir défendre à bien son projet lorsque l'occasion lui sera donnée, aussi bien devant l'OFPRA ou, le cas échéant, devant la juridiction de la CNDA. Mais voyez-vous, cette réduction de délai a des conséquences insoupçonnables sur le traitement des dossiers des demandeurs d'asile. J'en veux pour preuve le fait que, jusqu'à ce jour, il est accordé aux demandeurs d'asile un droit de 120 jours. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez en France, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour aller demander l'asile au guichet unique. Vous pouvez préparer votre dossier pendant 120 jours. Ça veut dire 4 mois. Mais le projet Macron, toujours par ce souci d'accélérer les choses, réduit ce délai de 180 jours à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. 30 jours, c'est beaucoup, croyez-moi. Nous qui conseillons les demandeurs d'asile et les référents des CADA qui font aussi un travail remarquable sur ce point, peuvent vous le dire. 30 jours dans la préparation des dossiers, c'est beaucoup et c'est peu. Alors, amputer les 120 jours, 30 jours pour réduire à 90 jours, on comprend tout de suite l'intention qui n'est pas avouée de l'autorité qui a conçu ce projet, c'est-à-dire fragiliser les dossiers des demandeurs d'asile pour que ces dossiers soient de plus en plus rejetés par l'OFPRA. Mais il y a aussi un autre aspect avec ce délai de 15 jours, c'est le fait que lorsque on introduit le recours devant la CNDA peut aussi rejeter votre recours sans débat. Ça s'appelle des ordonnances. Et très souvent, le bureau des ordonnances, parce que c'est la tendance actuelle, a de plus en plus recours à ces ordonnances pour des motifs parfois qui échappent à la logique. On sait qu'on a 15 jours, puisque c'est le nouveau délai qui va entrer en vigueur, mais dans l'ancien temps, on avait 30 jours plus 1 jour, ce qu'on appelle le jour franc. On se pose la question, avec les 15 jours, est-ce que le délai de jour franc va toujours exister? C'est-à-dire, à l'issue des 15 jours, est-ce qu'un recours qui est introduit au 16e jour pourrait-il être recevable? Ça, c'est la question qui reste posée. Donc, ça fait partie de ce que j'ai appelé des atteintes. Mais il y a aussi une atteinte fondamentale. C'est celui de l'interprétariat. Parce que la plupart des étrangers qui viennent demander l'asile en France n'ont pas la maîtrise de la langue française. Quand bien même, ils sont des ressortissants des pays francophones. Je suis bien placé pour le dire parce que je suis originaire de la République démocratique du Congo, grand pays francophone. Mais les ressortissants congolais qui arrivent en France, et on les comprend parce qu'ils ont vécu des histoires dramatiques, ils préfèrent toujours s'exprimer dans leur langue natale pour pouvoir mieux s'exprimer. Alors le problème de l'interprétariat dans le projet de loi de M. Macron est colon. Dès la présentation au guichet unique, dès la première présentation, la loi vous donne la possibilité d'indiquer dans quelle langue vous voulez que la procédure qui va commencer puisse être menée. Alors, quand on sait que le Congolais qui est censé être francophone, qui arrive au guichet unique, avec la pression et le tracté humain qui l'anime, on peut lui poser la question de savoir, parlez-vous français? Naturellement, il dit oui, parce qu'il est originaire d'un pays francophone. Et voyez-vous, parfois, les guichetiers des préfectures font subir aux demandeurs d'asile une certaine dictature. Ils vous imposent cette langue parce que vous avez dit que vous êtes francophone, on vous impose la langue française. Alors que, naturellement, vous aurez aimé vous exprimer en langue lingala ou en langue locale. Alors, cette erreur, selon la nouvelle loi, peut être corrigée jusqu'à l'expiration du délai de recours, c'est-à-dire le fameux délai de 15 jours. D'où, on revient à la même difficulté, si pendant les 15 jours, puisque ce délai court, quelqu'un qui a été rejeté par l'OFPRA n'arrive pas à trouver un avocat
qui est mieux placé pour savoir que c'est l'occasion ou jamais de corriger cette erreur de secrétariat. Si cette erreur persiste et que le requérant arrive à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile, malheureusement, celui-ci devrait s'exprimer en français. Parce que ce sera trop tard pour pouvoir revenir sur le choix de la langue. Voilà, donc, comme on dit toujours, le diable se cache dans les détails. Parfois, on s'attache à des grandes incohérences de ce projet de loi, mais les vraies dissensions se trouvent plutôt dans ces petits détails. Alors, vous imaginez, quelqu'un qui a fui son pays pour des raisons qui rentrent dans le champ conventionnel, mais que peut-être il a risqué, il n'a pas payé son ticket dans un bus, il se retrouve devant le tribunal correctionnel, et pour ce motif-là, il est obligé de comparaître devant un juge unique qui va traiter sa demande d'asile avec tous les inconvénients que cela implique, parce que mieux vaut que votre affaire soit jugée par 3 juges plutôt que par un seul, et donc ceci peut interpeller. Voilà, alors certainement que j'ai dû faire l'impasse sur plusieurs autres points, mais peut-être à l'occasion des échanges qu'on va avoir, je pourrai revenir pour répondre. Donc je passe le micro à mon collaborateur, Maître Pierre-Henri Paul, qui lui va vous évoquer l'aspect de régularisation ou en tout cas post-CNDA. Voilà, alors effectivement, Maître Moto s'est plutôt attaché à nous parler des dispositions spécifiques à la demande d'asile, mais cette loi-là ne se limite pas au secteur spécifique de l'asile. Alors tout d'abord, je vais vous parler des conditions de séjour, puisque on a dans cette loi des dispositions qui vont vraiment avoir des conséquences sur le séjour. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer plutôt par un point qui est plutôt positif, mais que je relativiserai bien sûr tout de suite après. Tout d'abord, ce sont plutôt les titulaires de la protection subsidiaire qui sont concernés, ainsi que les apatrides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on accorde la protection subsidiaire à un étranger ou qu'on lui accorde le statut d'apatride, il dispose d'une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans. La loi propose de passer cette carte pluriannuelle à 4 ans. Donc c'est plutôt une bonne chose, sachant que après le premier renouvellement de cette carte de 4 ans, l'étranger pourra demander une carte de 10 ans, donc une carte de résident. Donc en réalité, on voit que c'est une tentative de rapprochement de la protection subsidiaire du statut de réfugié, donc les réfugiés statutaires au titre de la Convention de Genève. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais on peut se demander déjà pourquoi ils ne le font pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien envisager que les titulaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride disposent des mêmes titres de séjour à la sortie de la procédure que les réfugiés statutaires. Voilà, donc ça c'est une première chose, et bon, c'est plutôt une bonne chose, mais on peut voir qu'il y a encore une insuffisance sur cette avancée. Alors ensuite, on va passer aux choses qui fâchent. Par rapport à la possibilité, la loi entend instaurer une possibilité de demander une carte de séjour en parallèle de la demande d'asile. Donc toujours dans cette volonté d'accélérer les choses, on va avoir une procédure d'asile qui est en cours, et là où aujourd'hui les procédures d'asile et les demandes de carte de séjour sont exclusives l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 procédures en cours en même temps devant à la fois la préfecture et devant les juridictions d'asile, aujourd'hui la loi va introduire cette possibilité. Sauf que, au-delà d'être une simple possibilité, ça va être une véritable contrainte. C'est-à-dire qu'on va refuser aux étrangers dont la situation était déjà connue au moment de l'asile de déposer une demande de titre de séjour par la suite. Alors typiquement, on va passer à un exemple un peu plus concret, c'est-à-dire qu'une personne par exemple qui est malade et qui avait connaissance de sa maladie avant la fin de sa procédure d'asile est censé déposer un dossier à la préfecture pendant cette demande d'asile. S'il la dépose par la suite, en fait il ne pourra simplement plus le faire. Il va recevoir une obligation de quitter le territoire, et tous les éléments qui ne sont pas des éléments nouveaux postérieurs à la fin de la demande d'asile seront simplement ignorés. Donc ça, c'est vraiment une limitation terrible, parce qu'une personne qui demande l'asile
naturellement, va chercher à se concentrer sur cette demande d'asile. C'est quelque chose qui demande une préparation, qui nécessite qu'on s'y attelle à plein temps, et en réalité, préparer un dossier de régularisation, croyez-moi, ça prend du temps. Également, donc en parallèle, ça me semble très, très compliqué. D'autant plus que ça atteint particulièrement les personnes qui demandent la maladie, un titre de séjour pour maladie. Et le problème, c'est que la maladie, on le sait bien, c'est un motif humanitaire, c'est-à-dire que c'est destiné à des gens qui souffrent d'une maladie très grave, qui peut avoir des conséquences, qui doit avoir des conséquences absolument de nature à menacer la vie de l'individu, et il faut que les soins ne soient pas disponibles dans son pays. Et donc cette personne-là qui n'aurait pas fait sa demande de maladie dans les temps impartis, donc pendant sa procédure d'asile, mais aujourd'hui, on va pouvoir la renvoyer dans son pays sans lui donner la chance, justement, de s'exprimer à ce sujet. C'est-à-dire qu'on va balayer un motif qui est un motif pourtant exceptionnel et qui est purement humanitaire. Et il en va de même, par exemple, pour les cas de quelqu'un qui serait parent d'enfant français ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Quelqu'un qui serait devenu membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, normalement, a un droit au séjour. Le problème, c'est que si le mariage, par exemple, a lieu pendant la procédure d'asile, on voit bien que ça va poser un problème, parce que la France ne pourra pas renvoyer la personne, puisque sinon elle violerait ses engagements internationaux, ses engagements européens en particulier, et donc on en arrive à quelque chose qui est totalement incohérent, déjà, d'un point de vue des respects des engagements internationaux de la France. Voilà, donc ça c'est un des éléments aussi par rapport au séjour qui va falloir vraiment surveiller par rapport au débat parlementaire. Alors ensuite, un autre aspect que le simple droit au séjour, on a parlé tout à l'heure déjà des délais de rétention, et je voudrais moi commencer déjà par l'assignation en résidence. Une des autres excentricités de la loi, c'est qu'elle va permettre de délivrer une assignation à résidence à une personne qui a reçu une obligation de quitter le territoire. Jusque-là, ça pourrait sembler cohérent, mais qui se trouve encore dans le délai de départ volontaire. C'est-à-dire que déjà, là, d'un point de vue lexical, on a un gros souci, c'est-à-dire qu'on intègre une contrainte dans un départ qui est volontaire. Et surtout, le problème de cette assignation à résidence, c'est qu'on peut la faire évoluer à tout moment en rétention administrative, de façon à pouvoir expulser beaucoup plus facilement les déboutés du droit d'asile notamment. Et alors, puisqu'on en parlait de la rétention, on va refaire un petit point sur ce qu'on a déjà un petit peu entendu tout à l'heure. On passe d'un délai qui aujourd'hui est de 45 jours à un délai qui est le double, c'est 90 jours au maximum maintenant. Donc, on peut s'étonner déjà que ce soit un doublement pur et simple de ce délai. C'est déjà un délai de 45 jours pour expulser quelqu'un, enfin bon, je sais pas, pour prendre un billet d'avion, en théorie, 45 jours, c'est largement suffisant. Et puis, 90 jours en rétention, c'est quand même une privation de liberté. Une privation de liberté, c'est une atteinte aux droits fondamentaux de l'individu, tout simplement. Une atteinte aux droits de la Convention européenne des droits de l'homme, et je ne vois pas comment ce délai pourrait se justifier. D'autant plus que, comme l'a rappelé Madame de la CIMAD tout à l'heure, selon leurs propres statistiques, les personnes qui sont placées en rétention, s'ils ne sont pas expulsés dans les 15 premiers jours, ils ne le sont plus. Ou en tout cas, très peu. Donc en réalité, on peut se poser la question déjà de l'efficacité pure et simple de cette mesure, et en tout cas, très clairement, de sa disproportion. Disproportion, puisqu'on compte enfermer des gens 2 fois plus longtemps pour un effet qu'on sait déjà inefficace en temps normal. Donc ça, c'est vraiment déjà une question. Et en plus, là c'est une petite pique personnelle à Emmanuel Macron, mais lui, il essaie de moderniser les infrastructures, de moderniser les procédures, de réduire éventuellement les coûts de ces procédures. Le problème, c'est que retenir quelqu'un 90 jours, si c'est pour en plus ne pas réussir à l'expulser au-delà du délai de 15 jours, voilà, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour savoir que ça va coûter beaucoup d'argent à l'État français, sachant que
faut savoir que les places en rétention sont déjà très limitées. On a déjà des personnes qui ont été limitées simplement, enfin qui ont été libérées simplement par manque de place dans les centres de rétention. Et donc, voilà, cette mesure, en plus d'être inefficace, elle est totalement néfaste, absurde et vraiment dangereuse même pour les droits de l'individu. Voilà, donc ça c'était les différents aspects que je voulais aborder à part, au-delà des dispositions spécifiques à l'asile. Et puis je pense qu'on peut maintenant embrayer sur une question, sur les questions et éventuellement sur un débat. On peut remercier donc ces deux avocats d'avoir présenté clairement ce qui nous concerne. Je crois que Christiane a une question. C'était la prolongation de votre intervention. Si la personne est en centre de rétention et qu'on sursoit, il reste en centre de rétention ou on le fait sortir? Une autre question ou on répond tout de suite? Non. S'il y a d'autres questions, on répondra en bloc. Non. Pour la dame de CIMAD, merci pour la question. Effectivement, c'est un aspect très pratique. Alors, donc, on reprend les cas pratiques. Député du droit d'asile, sollicite leur examen. Entre-temps, il y a l'OQTF et il est placé en rétention dans le cadre de cette OQTF. Dans le même temps, l'avocat demande un sursis à exécution parce qu'il y a un recours CNDA qui est pendant. Doit-il être remis en liberté? Je pense que oui, parce que dans le projet de loi, il y a ce qu'on appelle, ils ont aussi réglementé le droit au séjour. Jusque-là, on sait que lorsqu'on était député du droit d'asile, sur le plan du droit, on était autorisé à séjourner jusqu'à la notification de la décision de la CNDA. Désormais, c'est à l'affichage des décisions de la CNDA que la décision est censée être notifiée. Donc du coup, l'OQTF pourrait être prise concomitamment à l'affichage de la CNDA, ce qui est quand même aberrant parce que sans avoir eu connaissance du motif du rejet, on vous prive justement d'un pouvoir cassation, même si celui-ci n'est pas suspensif. Donc logiquement, je crois que le droit au séjour étant quand même un principe qui doit primer sur la rétention, parce que la rétention est une exception. Et je pense que lorsqu'un cas de figure pareil se présente, on pourrait toujours demander la remise en liberté. Maintenant, on ne sait pas dans quel sens les législateurs pourraient orienter la loi, parce que il se pourrait aussi, comme ça se fait déjà en matière de OQTF, il se pourrait que la CNDA soit amenée à statuer rapidement, justement, voilà, pour savoir si ça vaut la peine de lui laisser encore quelques jours de séjour en France. Merci pour la parole. Moi, j'ai une question par rapport à la régularisation de titres de séjour par rapport aux jeunes étrangers, précisément le mineur isolé qui arrive sur le territoire nivernais. On remarque que ces jeunes, quand ils arrivent sur les territoires, c'est l'aide sociale d'enfance qui les récupère. Après, ensuite, il faut un moment qu'ils soient régularisés, qu'il y ait quand même des papiers pour travailler. Mais arrivé à la préfecture leur octroie des titres de séjour étudiants. Mais je me demande, ces jeunes, quand ils arrivent comme des étudiants ou ils arrivent comme des jeunes qui, certains, ils évoquent plusieurs problèmes. Et jusque-là, ces jeunes ont des difficultés d'émerger dans ces territoires nivernais. Ça, c'est un grand souci qui se pose. Et en plus, ces jeunes, certains, ils veulent bien travailler. Ils ont du métier. Ils ont fait l'apprentissage. Mais les patrons leur demandent avec quel titre de séjour vous allez travailler. Mais ils ont le titre de séjour étudiant. Mais je me demande, ces jeunes, quand est-ce qu'ils vont s'en sortir de cette situation? Comment est-ce qu'ils seront régularisés? Ils arrivent à la préfecture leur dit il faut ramener un contrat d'embauche. Mais comment on peut signer un contrat d'embauche au moment où vous êtes étudiant? Ils sont à l'école, il faut qu'ils passent, certains ils sont en BTS, ils sont à l'école, ils doivent faire 35 heures pendant les stages.
Alors avec les titres de séjour, les titres de séjour étudiants, il faut 25 heures. Alors mais ces jeunes, ils les renvoient là, je ne sais pas, à la dite tout là-bas. Je me demande, mais ces jeunes, comment est-ce qu'ils pourront être régularisés? Parce qu'ils sont plusieurs dans le territoire nivernais. La CIMAD les accueille tous les jours, les différentes associations, ils se plaignent. Certains même travaillent. 3 ans, 4 ans, ils sont toujours dans l'apprentissage. Mais je me demande où on va y aller avec toute cette situation. C'est ça ma question. Alors, à ce sujet, c'est vrai que effectivement, vous avez bien fait de le rappeler, les titres de séjour étudiants ne permettent pas de travailler 35 heures. Il y a une limite de temps de travail qui est censée pouvoir aménager un temps pour les études également. Seulement, la seule solution pour passer d'un titre étudiant à un titre avec mention salarié, en tout cas la solution la plus évidente, entre guillemets, c'est effectivement de fournir une promesse d'embauche. Pas seulement un contrat d'embauche, mais une promesse d'embauche. C'est un petit peu différent parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas, en tant qu'étudiant, fournir un contrat d'embauche puisque vous êtes limité par le temps de travail. En tant qu'étudiant, ce sont des contrats qui ne sont pas compatibles véritablement avec ce qu'on appelle une promesse d'embauche. Promesse d'embauche qui doit être faite à temps plein et de préférence en CDI. La promesse d'embauche, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on peut faire une promesse d'embauche à n'importe qui. N'importe qui n'a pas de papier peut obtenir une promesse d'embauche. Ça engage simplement... La promesse d'embauche, ça engage simplement l'employeur à embaucher l'étranger sous réserve que la préfecture lui octroie un titre de séjour. Et en fait, c'est ça le mécanisme. Effectivement, c'est pas un contrat d'embauche qu'il faut fournir, parce que vous n'êtes pas en mesure d'en tenir un, effectivement, avec un titre de séjour étudiant. Mais en revanche, pour obtenir un titre de mention salarié, un étudiant doit se contenter, entre guillemets, de fournir une promesse d'embauche. Donc, promesse d'embauche, ça veut dire une demande d'autorisation de travail administrative qui sera traitée par la directe avec l'ensemble des documents qui sont afférents à l'entreprise. Ça peut être, les documents exacts, je crois que je les ai en tête, c'est le CABIS, le justificatif de versement des cotisations à l'URSSAF, bref, c'est un certain nombre de documents qui concernent l'entreprise et sa stabilité financière. Mais donc effectivement, c'est pas un simple contrat de travail, ça ne débloquera pas la situation. Voilà. Il faut le faire dans les formes qui sont prescrites par la préfecture, avec l'ensemble des documents que j'ai cités là, et un complément également. Je suis avocat, je suis également maire de Nevers accessoirement. Ceux qui sont de Nevers, je ne les encourage pas. C'est pas plus simple ici, mais c'est pas pire d'ailleurs. Et il faut essayer d'être convaincant. Plus sérieusement, ce que je voulais dire par rapport aux enfants et aux mineurs en tout cas, puisque c'était l'objet du collectif que je soutiens et dont je fais partie aussi, même si évidemment c'est un peu plus difficile que les fonctions que j'occupe, mais j'ai toujours consacré beaucoup de temps à aider. Je voulais dire qu'il y a aussi des moyens qu'on oublie parfois, peut-être vous le confirmerez, notamment sur la demande de nationalité pour les enfants mineurs pris en charge par l'ASE. Et en fonction de certains délais qui sont prévus par l'article 21-12 du Code civil, c'est une procédure qu'on n'a pas tendance forcément à faire tout de suite, et des fois c'est trop tard, mais à partir du moment où on peut justifier d'un certain temps de présence sur le territoire, il est possible de préférer, plutôt que de se battre sur un titre de séjour plus tard, d'essayer de rechercher la nationalité française avant le délai. C'est une piste que je voulais donner. Dire aussi que quand un État, quel qu'il soit, ne s'occupe pas d'un mineur, il y a aussi une procédure en délaissement, une plainte en délaissement qui peut être déposée parce que l'État a obligation de prendre en charge un mineur. Je rappelle qu'un mineur n'a pas une obligation d'avoir un titre de séjour en France, parfois un titre de circulation, mais ça s'arrête là. Et je voulais aussi rajouter que, en général, alors après c'est variable, hein, les juges, et là pour le coup c'est pas les juges de Nevers, même si il y a parfois des incidences, mais c'est principalement le tribunal administratif de Dijon, les juges ont un pouvoir souverain d'apprécier l'âge du mineur. Et je voulais simplement dire qu'un enfant, quel qu'il soit, avant 18 ans, c'est pas un étranger, puisque je le dis, il n'y a pas de titre de séjour obligatoire, c'est surtout un enfant.
et que s'il y a aussi un danger de cet enfant parce qu'il n'est pas encadré suffisamment, il y a aussi la possibilité pour le mineur lui-même avec un avocat de saisir la justice dans le cadre d'une procédure de mineur en danger. Voilà, je voulais juste rajouter quelques points parce qu'il y a des techniques juridiques aussi qui font que j'entends la détresse de certains, c'était pas facile. Je le vois dans le métier que j'essaie de continuer d'exercer, mais malgré tout, il y a quand même des pistes parfois qui peuvent aussi éviter de se battre pendant des années devant la CNDA ou devant les tribunaux administratifs. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Peut-être voulez-vous aussi répondre à la dame qui a lancé un appel au secours? S'il vous plaît, messieurs, moi je vais demander pour des enfants qui étudient, parce qu'ici à Nevers, on a des cas, on a pris tous les titres de séjour pour des mamans qui ont fait ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui sont dans... Ils ont des appartements, mais le préfet, il a pris les documents. Moi, je voulais savoir pour les droits pour les enfants. Parce que les enfants aujourd'hui, c'est nos enfants, mais demain, ils seront l'avenir de la France. On voulait dire à monsieur le préfet de penser pour un enfant. Parce qu'un enfant, il ne sait rien. Les enfants, ils sont en train de subir même des injustices à l'école. Des autres enfants, ils sont en train de dire aux autres enfants qui sont petits que demain, tu vas retourner dans ton pays alors que ça fait mal. Les autres enfants, ils sont blessés. On voulait savoir où est les droits des enfants. Parce que le préfet nous oblige de travailler. On ne refuse pas de travailler. À Nevers, on n'a pas plus de travail. On travaille une semaine, l'autre, tu quittes le travail. Mais le préfet, il décide, il dit que non. On a pris les cartes de séjour parce que vous n'avez pas travaillé. Imaginez-vous une mère au foyer, il va aller dans la région parisienne travailler et les enfants, ils étudient ici à Nevers. Je ne sais pas comment on va faire en France. Je voulais savoir comment ça sera pour nous qui ont fait ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quelle est notre réponse? Parce qu'on a regardé M. Macron quand il parlait qu'il va résoudre d'abord les problèmes de ceux qui sont en France, mais on voit de s'empire toujours. Il y a de plaire vraiment. Merci. Il faut savoir que dans certains pays, enfin, en tout cas, voilà, nous on le voit, on le constate très régulièrement, les personnes qui ont un titre de séjour maladie, ce sont des titres qui sont très fragiles. Ce sont des titres qui sont très souvent retirés très rapidement. Alors effectivement, l'une des solutions pour consolider son séjour, c'est de travailler et de faire un changement de statut pour passer à un statut salarié. Ça, c'est une des possibilités. Mais l'autre possibilité, ça peut être également aussi par rapport à vos enfants qui sont scolarisés depuis plus de 3 ans. Et le tout, c'est d'arriver à, même lors des renouvellements de titres maladie, c'est de toujours bien fournir plus de documents que ce que la préfecture ne va vous demander. Ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que il faut quand même que la préfecture puisse être au courant de votre situation. En outre, bon, pour ce qui est des enfants qui sont scolarisés depuis plus de 3 ans, la condition de séjour, c'est une condition de séjour de 5 ans. Voilà, donc ça, ce sont les conditions pour les régularisations pour les enfants. Mais le problème, comme je vous disais, c'est que si vous aviez un titre qui avait été pris sur le fondement de la maladie, c'est quelque chose qui est très malléable, la maladie. Alors déjà, les conditions d'interprétation ont été modifiées et durcies à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les soins sont disponibles dans le pays, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir s'ils sont disponibles largement, s'ils sont disponibles à des prix adaptés, s'ils sont disponibles en quantité suffisante. Non. On cherche simplement à savoir s'il y a un lit d'hôpital dans ce pays qui traite votre pathologie, en réalité. Et à partir du moment où c'est le cas, c'est peut-être un petit peu cynique ce que je dis, parce que j'exagère peut-être un petit peu, je force le trait, mais globalement, c'est un durcissement qu'on a connu, qu'on a vu, nous, au niveau des personnes qui avaient été régularisées pour maladie. Et en plus, il faut savoir que l'offre de soins peut évoluer aussi dans le pays d'origine.
Et c'est souvent l'argument qui est effectivement soulevé par les préfectures. Nous, on voit par rapport aux Congolais pour qui on a obtenu des titres de séjour pour maladie. En réalité, avec l'ouverture d'un nouvel hôpital à Kinshasa, ils ont simplement retiré les titres de séjour à beaucoup de gens qui étaient issus de ce pays-là. Voilà. Comme nous, on est des Angolais, en Angola, il n'y a pas de... Il y a encore 2 questions, donc je vais passer le micro à Daniel d'abord, et puis toi. Nous sommes en train de continuer notre mouvement de grève à la CNDA jusqu'à ce que cette cause soit entendue. Je vous remercie. Avant de vous lever, nous allons écouter une jeune fille qui va nous jouer un peu de hautbois. Je ne sais pas où elle est passée. Voilà, nous avions un petit intermède musical. Avant que vous ne vous leviez, je voudrais quand même vous dire qu'un copieux buffet vous attendra tout à l'heure. Évidemment, tout le monde ne va pas se précipiter. Je vous demande d'être raisonnable et de commencer par l'entrée et de suivre la file, mais pas tout de suite, s'il vous plaît. Ensuite, aucun enfant ne sera servi s'il n'est pas accompagné de ses parents. Merci. Merci la joie de nous offrir ce petit